Donc, chers amis, nous allons aborder la dernière séance de la journée et que nous allons commencer en accueillant Thierry Carsanti de l'Université de Montréal, où il est titulaire de la chaire de recherche technologique chaire de recherche des technologies de l'information et de la communication. Il est simultanément linguiste et didacticien, et donc c'est un homme de l'art et vraiment de la situation. Donc, je lui laisse la parole avec une intervention intitulée L'enseignement confiné des langues étrangères, piste pour vaincre la distance. Voilà, la Alors, parole est à vous, Thierry. alors, merci beaucoup. Écoutez, c'est avec grand plaisir d'abord que je suis là parmi vous et je vous présente j'ai une courte présentation, pardon, sur l'idée d'enseignement confiné des langues étrangères, quelques pistes pour vaincre la distance. Très rapidement, ce qu'on a fait avec mon équipe, on a regardé un petit peu quelles étaient les meilleures stratégies qui pouvaient être mises en place rapidement pour vaincre la distance dans ce contexte de confinement. Je suis au Québec. On a eu ce que vous avez eu en France avec un léger décalage. L'état d'urgence n'est pas encore levé au Québec. Ce sera le 1er juillet, donc dans 2 semaines environ. Et l'idée de ma présentation, c'est des pistes pour apprivoiser la distance parce que plusieurs personnes se sont lancées dans les formations à distance et personne n'a eu le choix, on était contraints. S'il y a une deuxième vague qui revient, mon propos, c'est plutôt de l'idée de ne pas improviser, mais de chercher vraiment à avoir des pistes concrètes fondées sur la recherche pour mieux apprivoiser la distance. Voilà, donc l'idée, apprivoiser la distance sans pour autant improviser. Et ce que vous voyez là, c'est un vrai gamin chez moi qui, avec ses profs en ligne, faisait des mathématiques, du français, etc., assis à l'ordinateur plusieurs heures par jour. Des fois, évidemment, il faisait autre chose, et surtout quand il n'y avait pas le prof en ligne ou qu'il n'y avait pas les parents derrière pour superviser la chose. Et j'ai préparé une fiche synthèse. Comme le temps est très, très limité, je vais présenter pendant une dizaine de minutes, répondre à quelques questions. Et donc, j'ai préparé une fiche synthèse qui s'appelle 57 idées pour commencer l'école à distance, donc qui s'applique tout à fait à l'enseignement des langues étrangères. Et donc, peut-être le contexte, il y a eu plus de 2 milliards d'apprenants qui ont été touchés par la pandémie dans la plupart des pays. Dans certains, ce n'est pas terminé, même si dans beaucoup d'autres, on vise à lever justement ces mesures de confinement. Et donc, l'école à distance, l'apprentissage à distance, la formation à distance, c'est quoi, pour faire très bref? C'est pas nouveau, ça existe depuis plus de 150 ans. Ça a commencé en 1873 à Boston, mais ce qui est nouveau, c'est vraiment l'idée où est-ce que tout le monde a été contraint d'enseigner à distance, même quand on ne souhaitait pas. Et donc, il y a une longue tradition de recherche. Plusieurs de mes collègues spécialistes du domaine vous diront qu'on peut appliquer plusieurs de ces conclusions de recherche. Mais au-delà de ça, ce qui est très différent, c'est que là, c'était pas des gens volontaires qui enseignaient à distance, c'était pas des gens qui avaient envie de suivre des cours à distance, ça a été obligatoire pour tout le monde. Et peut-être pour faire très, très bref, les formations à distance, quand on regarde chez les élèves les apprenants un peu plus âgés, c'est quand même très présent. Il y a 120 millions d'apprenants sur Terre qui suivent des MOOC, là, les cours ouverts en ligne et massifs. En France, c'est avec la plateforme Fun nécessairement. Et donc, en partant des avantages et de ces défis de ce que la recherche dit sur la formation à distance, et en partant justement des taux de réussite qui sont très variables et des nombreuses nuances qu'on retrouve, on a réussi en tout cas à formuler justement 57 pistes. Et donc, ce que je vous présente très sommairement, ce ne sont pas les 57 pistes parce qu'on n'aura pas le temps, mais peut-être je les ai divisées en grandes catégories pour me permettre justement de rentrer dans mon temps. Et donc, 57 pistes, et je présente sommairement ces grandes catégories pour vous donner un aperçu de ce à quoi il faut faire attention quand on enseigne les langues. Et puis, je vous donnerai ensuite de ça un exemple concret dans une classe de langue où est-ce qu'on voyait un outil technologique et l'enseignant qui faisait du tutorat, mais je garde ça pour la conclusion. Donc, 57 pistes, 57 idées divisées en 12 catégories. La première, c'est quelque chose qui est vraiment majeur. Et donc,
je passe un peu de mon témoignage à des recherches qu'on a faites, qu'on a menées durant la pandémie. Durant la pandémie, on a eu la chance de parler à un peu plus de 15 000 apprenants. On a réalisé une enquête pour voir quels étaient les défis qu'ils rencontraient justement dans la formation à distance. Donc, les résultats qu'on présente, même s'ils sont basés sur des recherches d'avant, sont colorés aussi par ces recherches qu'on a menées depuis le début de la pandémie, depuis mars dernier. Et donc, les outils technologiques et la connectivité, c'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose qui vient vraiment bouleverser. Et c'est très, très différent. Dans l'étude qu'on a faite notamment, même si certaines familles, même si certains apprenants étaient connectés, plusieurs, par exemple, on parle des plus âgés, allaient à la fac pour avoir accès à Internet gratuitement. Et donc là, on se retrouve où est-ce que l'université est fermée, les écoles sont fermées, donc l'accès à Internet est à la maison. Et dans beaucoup de familles aussi, le nombre d'appareils était insuffisant. Je vous ai montré tout début une photo de mon gamin qui a la chance, le privilège d'avoir son ordinateur. Et pour être très honnête, il ne l'utilise pas toujours pour apprendre ou quoi que ce soit. Mais là, il avait donc cet outil. Mais beaucoup de familles, beaucoup d'élèves n'ont pas justement leur outil. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. L'accès aux technologies, l'accès à Internet, l'accès à des outils adéquats et pendant combien de temps on a accès à ces outils. Donc, et connaître aussi peut-être le profil technologique des apprenants. Une des choses que la recherche montre, et puis au niveau de l'enseignement des langues, c'est la même chose, il faut contacter rapidement et régulièrement ces apprenants. Et depuis le début de la pandémie, on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs stratégies. Et la France a été vraiment championne dans ça. On a vu beaucoup d'enseignants qui ont créé des groupes sur WhatsApp. WhatsApp, très populaire en Europe, beaucoup moins en Amérique du Nord, il y a d'autres systèmes. Donc, l'idée, c'est d'être en contact rapidement avec ces apprenants, de créer et maintenir un lien authentique malgré la distance et, une fois ce contact établi, de mettre en place un système de communication régulière, de communiquer régulièrement avec des applications simples. Là où il y a eu des ratés, en Amérique du Nord et ailleurs, c'est quand justement les systèmes de communication en classe étaient tellement compliqués que les apprenants, finalement, l'obstacle technologique devenait immense. Et donc, contacter rapidement, planifier ces rencontres, des applications simples, quelque chose de très simple. Il y a plusieurs outils, j'en nomme un à titre d'exemple, parce que l'idée, ce n'est pas de se baser sur ces outils-là. Il y a beaucoup d'outils qui sont très intéressants, tout particulièrement pour les profs de langue qui seraient au lycée ou ailleurs et qui auraient un grand nombre d'apprenants. Des applications qui permettent d'envoyer, quand on est prof, de sa machine, des SMS qu'on planifie à l'avance, mais sans donner nécessairement son numéro de portable. Donc, une application comme Remind, qu'on utilise en Amérique du Nord, il y a 60 millions d'abonnés à ça environ, que des élèves avec des enseignants. Mais ce que ça permet de faire, c'est la communication unidirectionnelle. On informe les apprenants d'une rencontre, d'un moment, de tâches à faire, de documents à réviser, à étudier, etc., de devoirs et tout. Beaucoup d'enseignants ont eu tort un petit peu, je pense parfois, on a voulu reproduire ce qui était fait en salle de classe et là, ça a été une erreur. Donc, il faut éviter de reproduire. Il y a eu beaucoup d'écoles en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, c'est ce qui a révélé notre enquête, on a tenté de reproduire l'horaire. On s'est dit, bon, après 2 semaines de pandémie, on recommence, donc à 9h, tu as maths, à 10h, tu as français, à 11h, et ça ne fonctionne pas. C'est très difficile d'être en ligne, et là, je sais, vous êtes en ligne pour plusieurs d'entre vous depuis ce matin très tôt et donc c'est très, très compliqué. Donc, il faut plutôt privilégier des rencontres courtes avec des tâches. Ça n'empêche pas d'avoir des suivis individuels, mais il faut vraiment que ces moments de présentiel soient très courts, un peu comme la présentation qu'on a ici qui fera une dizaine de minutes. Ces moments de rencontre, c'est un grand luxe et donc ils sont très précieux. Il faut prendre le temps de planifier, de peut-être limiter les concepts ou les notions qu'on va avoir. Et au niveau de l'apprentissage des langues, de prendre des stratégies qu'on retrouve peut-être dans des applications qui ont gagné en efficacité. On peut regarder un peu les exemples de Duolingo, qui est à près de 600 millions d'usagers maintenant. Et donc, où est-ce qu'on voit juste certaines notions à la fois? Pourquoi? Pour ne pas surcharger cognitivement les apprenants. Et peut-être les avertir et planifier à l'avance cette planification. Donc, organiser ces moments d'enseignement-apprentissage et lors de ces moments, et c'est particulièrement important au niveau de l'apprentissage des langues, le travail en sous-groupe, plusieurs outils le permettent. Zoom, par exemple, permet de travailler en sous-groupe, ce qu'on utilise aujourd'hui ici. Et il faut simplement aller voir quelques vidéos quand on est formateur, enseignant, et voir quelques vidéos sur YouTube pour savoir rapidement comment on peut faire. Et donc, placer les apprenants en sous-groupe, ça leur donne un autre moment aussi pour s'exercer. Ça donne peut-être un peu plus de temps à l'enseignant pour aller d'un groupe à l'autre et ça limite aussi le magistral. Donc, inciter les apprenants à participer aux rencontres en prenant les présences,
Par exemple, accueillir les apprenants au début de la rencontre et éventuellement, après quelques rencontres, une fois que la situation s'est stabilisée, favoriser le travail en sous-groupe. Là, encore une fois, avec mon équipe, on a produit une fiche, donc 9 outils gratuits pour faire l'école à distance. Dans cette fiche-là, bon, je sais que c'est petit peut-être la présentation, mais ce qu'on arrive à voir, c'est finalement, il y a des petites pastilles de couleurs, on voit jaune, violet, rose, orange, où est-ce qu'on vous indique finalement quels outils permettraient par exemple, de partager votre écran, de faire du travail en sous-groupe et des choses comme ça. Donc, 9 outils gratuits et je vous invite peut-être à consulter ça pour choisir les bons outils avec vos apprenants. Il faut soutenir les apprenants de façon régulière, être présent et disponible. Donc, il y a des moments de rencontre tout le monde ensemble, assurer une présence hors ces moments de rencontre, une présence virtuelle, développer le sentiment de compétence et porter une attention particulière aux apprenants qui ont des difficultés. Et donc, l'idée de soutien des apprenants, il y avait une grande littérature avant la pandémie et depuis la pandémie, cette littérature s'est vraiment enrichie. Donc, cette idée de soutien aux apprenants, c'est important. Et l'idée aussi qu'il faut réaliser, c'est que faire des devoirs, ça s'apprend. Ce n'est pas inné chez les apprenants. Donc, faire des tâches à distance, ça demande de l'autonomie. Il faut un encadrement et ça s'apprend aussi. Et certains vont dire, oui, ce n'est peut-être pas le rôle des profs de langue étrangère, etc. Mais parallèlement à ça, je crois que chaque enseignant, peu importe ce qu'il enseigne, doit jouer un rôle dans ça. Développer des routines, c'est rien de nouveau, encore une fois, au niveau de la pédagogie, mais les routines sont particulièrement importantes en formation à distance. Mettre en place des règles aussi. Vous savez, dans le contexte de mon travail, on fait des réunions virtuelles depuis mars dernier et sans arrêt, quelqu'un qui a levé la main virtuellement sur ces outils. Et maintenant, il y a l'expression qui est née depuis peu. Une vieille main levée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui virtuellement a cliqué pour lever sa main parce qu'il veut poser une question de façon polie. Mais en salle de classe, on s'entend que quelqu'un ne resterait pas avec la main levée et coincé pendant des heures, alors que virtuellement, c'est possible. Donc, développer des routines, mettre en place des règles, faire des recommandations simples, utiliser la vidéo aussi. La vidéo permet aux apprenants finalement d'apprendre, surtout au niveau des langues, d'apprendre des choses à distance. L'enseignant peut se filmer aussi, ce qui évite les moments de présentiel qui sont un peu plus complexes à organiser. Mais s'il y a un outil que j'aimerais peut-être que vous reteniez lors de ma présentation, c'est Edpuzzle. Edpuzzle, qu'est-ce que ça permet de faire au niveau de l'apprentissage des langues? C'est un outil qui est absolument magique. Très simplement, vous avez toutes et tous vu des vidéos sur Internet qui vous plaisent. Et là, des fois, on dit, ouais, je l'aime beaucoup, mais elle est un peu longue, j'aime pas la fin, j'aime pas le début. Et Edpuzzle, ce que ça permet de faire à partir d'un lien Vimeo, d'un lien YouTube, on crée sa leçon à partir d'une vidéo. Et c'est d'une simplicité déconcertante. On peut la découper, on peut rajouter sa voix en introduction dessus, on peut mettre un titre sur la leçon et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut rajouter des questions. Et pour faire très bref, parce qu'il y a plein d'options, vos apprenants regardent une vidéo, après 60 secondes, il y a une question qui est posée. Quelle est l'intention de Nathalie dans la scène qu'on vient de voir? Est-ce qu'elle veut faire ci ou est-ce qu'elle veut faire ça? Donc, ça peut être une question vraie ou faux, peu importe. Si l'apprenant répond correctement, à ce moment-là, tout de suite, on poursuit la vidéo. Mais si l'apprenant ne répond pas correctement, on a la possibilité, quand on crée cette leçon avec ça, de faire marche arrière et de le contraindre à revoir la vidéo. Et donc, une panoplie d'outils vraiment très, très simple et vraiment délicieux. Assigner des tâches précises et stimulantes à réaliser, c'est important, c'est jamais simple. Et bon, je voulais vous montrer un exemple ici de ce qu'on a vu, de ce qui avait été fait à distance. Il y a beaucoup d'applications où les élèves peuvent s'exercer en écriture. Une application qui s'appelle EPAD, qui est tout à fait gratuite, epad.reci.org, je donnerai l'adresse à la fin. Et donc, cette application, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet aux apprenants d'écrire et à l'enseignant d'être, entre guillemets, derrière eux dans leur copie. Et l'enseignant peut être jusqu'à dans 10 copies en même temps et donc de faire des commentaires. Donc, au lieu d'avoir une situation où est-ce qu'on écrit pour être évalué, là, on écrit vraiment pour s'exercer. Travailler en équipe avec des pairs inspirants, ce n'est pas parce qu'il y a un confinement justement qu'on doit travailler seul. Et ensuite de ça, rester en contact, surtout pour les apprenants plus jeunes, avec les parents, c'est quelque chose d'important. Alors voilà, donc mon temps, j'ai dépassé d'une petite minute. Je rendrai disponible ma fiche sur mon compte Twitter et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre efficacité. Y a-t-il des questions dans la salle, Diana? Pour l'instant, je vois des félicitations. Merci pour cette super présentation, dense, claire et stimulante. En effet, ça allait vite, mais c'était très riche. Donc, merci beaucoup.
Alors, je ferai un commentaire, si vous permettez, Thierry. Il me semble que vous avez dit beaucoup de choses importantes, mais une tout particulièrement importante, qui est de ne pas reproduire ce que l'enseignant de langue fait en classe. Et ça, je pense que c'est absolument primordial et qu'en fait, ce sont des mondes relativement différents et qu'il faut profiter en distanciel de tous les avantages de l'informatique dont on ne peut pas forcément, on a d'autres avantages en présentiel, mais il y en a beaucoup d'autres lorsque l'on est avec des supports informatiques. Et ça me semble important. Tout à fait. L'idée, c'est ça. Il faut éviter de reproduire. C'est l'erreur qu'on fait, puis c'est pas méchant, mais justement, cette erreur fait en sorte qu'on ne va pas tirer pleinement profit des avantages potentiels et en même temps, il y a des choses en présentiel qui sont fantastiques, l'aspect humain, etc. et tout, l'aspect contact, mais en présentiel, on peut faire autre chose aussi. Donc, ces éléments-là sont aussi très importants. Alors voilà. Donc, merci. Merci pour l'invitation également. On nous demande si vous pouvez redonner votre compte Twitter, Oui, peut-être en tout à fait. conversation, oui, en chat Ouais, peut-être. je la mets dans la conversation à l'instant. Voilà. Merci, Je dis, c'est très gentil. Bon, on peut peut-être vous remercier chaleureusement pour votre participation et puis demander maintenant à Claire Legnaud-Griffin qui appartient à l'INSPE de Nantes avec un lieu professionnel que je n'ai pas identifié, soit Le Mans, soit Angers, peut-être même Nantes. Donc, qui va nous présenter quelque chose qui est intitulé « Vaincre l'inquiétude, accompagner et partager en temps de confinement ». Donc, je vous laisse, Claire, la parole. Merci beaucoup, Patrice. Donc oui, je vais vous présenter un court témoignage sur l'accompagnement pendant cette période de confinement complexe. Et j'ai écouté comme d'autres Boris Cyrulnik à la radio pendant cette période qui nous rappelle qu'on a oublié qu'on appartenait au monde vivant. Donc je voulais commencer par là pour nous rappeler que nous sommes bien des vivants. Donc je vais présenter le contexte et partager mes observations faites pendant la continuité pédagogique et puis proposer quelques pistes pour le déconfinement. Donc, nous devons assurer cette continuité pédagogique dans un contexte menaçant et incertain. Je vais juste masquer les vidéos parce que je ne vois pas bien. Voilà. Donc, pour nous-mêmes, pour nos étudiants, pour nous-mêmes et nos proches, cette crise sanitaire nous met à l'épreuve. Boris Cyrulnik nous alerte sur les conséquences psychologiques du confinement, d'où la nécessité de penser cet accompagnement à distance des étudiants en nous décentrant. Parce que se confiner, c'est être enfermé, prisonnier. Or, dit-il, quand on isole quelqu'un sensoriellement alors qu'il ne le souhaite pas, cela restreint la stimulation de son cerveau. Si ça dure trop longtemps, cela provoque des angoisses et des décompensations psychologiques. Trop longtemps, le cerveau s'altère. Donc, il y a eu des témoignages très positifs tout au long du confinement. Notamment, j'en ai relevé un de la part d'Andreas Steiger sur le site de l'ETH, Swiss Federal Institute of Technology, qui fait état, donc c'est un enseignant-chercheur de mathématiques qui a constaté que ses étudiants posaient beaucoup plus de questions, par exemple, qu'en présentiel, et cela notamment via la fonction chat des cours virtuels. Donc, je vais enchaîner. Il y a aussi eu des études qui ont souligné les aspects positifs de cette continuité pédagogique qui a permis à de nombreux élèves et étudiants de devenir plus autonomes. C'est notamment l'enquête du laboratoire Bonheur et de se réinventer à travers les différentes expérimentations proposées par leurs enseignants. Donc, c'est un contexte anxiogène qui a obligé les enseignants à se réinventer, tant au niveau de la maîtrise que cela suppose des outils qu'au niveau de la posture professionnelle, on en a parlé tout à l'heure, et qu'il a fallu moduler en conséquence. Donc cela nous amène à nous interroger sur les modalités d'accompagnement des étudiants, car il y a de nombreux enjeux pour eux.
Entretenir les compétences linguistiques, réussir son master ou son BTS. C'est le cas de mon suivi personnel pendant cette année. Éviter l'abandon ou la démission et garantir le bien-être des étudiants et des professeurs stagiaires qui souvent se sont retrouvés dans des situations d'isolement profond. Donc, comment accompagner des étudiants en temps de confinement? Comment les aider à vaincre l'inquiétude tout en étant confinés et hyper sollicités soi-même? Quels constats pouvons-nous faire et qu'avons-nous appris? Donc, voici les deux publics et les deux problématiques d'accompagnement que je vous propose d'analyser. Donc, j'ai pendant l'année assuré mes cours en BTS Commerce international à référentiel commun européen. Donc, tout au long de la période de confinement, mes étudiants de BTS ont manqué d'informations officielles quant à la reprise des cours en présentiel et aux modalités d'évaluation et de validation de leur diplôme. Donc, cette situation a généré beaucoup d'inquiétudes de leur part, car l'avenir semblait incertain et chacun se retrouvait potentiellement isolé. De l'autre côté, donc, dans le travail à l'INSPE, on a suivi nos étudiants et nos professeurs stagiaires et les étudiants ont dû s'adapter à ce non-retour en présentiel. Donc, les M2 stagiaires ont brusquement fait la bascule vers la continuité pédagogique avec leurs élèves et ils ont dû poursuivre le travail universitaire en même temps. Donc, le risque était grand d'être en surcharge, voire parfois, par moment, dans une situation de burn-out réelle. Donc, mes observations par rapport au BTS d'abord, donc des forces et faiblesses de l'enseignement confiné de l'anglais. Donc, il s'agit d'un apprentissage en distanciel. J'ai mis en place de nombreux dispositifs, par exemple la création d'un site personnel, le suivi personnalisé par email, des sondages par le biais de Google Forms, des modes synchrones et asynchrones, des séances personnalisées par téléphone ou sur Zoom et aussi, suite à une proposition d'une maître de conférence de l'INSPE, des apéro-parties sans alcool en L2 le jeudi soir pour entretenir le lien et partager un moment ludique avec les étudiants qu'ils souhaitaient. Donc, les facteurs de motivation ont été à la fois extrinsèques et intrinsèques pour ces étudiants-là. Il y avait la préparation de l'examen et l'envie de réussir et d'être récompensé pour ses efforts, bien sûr. Mais les facteurs intrinsèques, c'était donc la nouveauté des modes d'échange et de travail, l'accompagnement plus personnalisé et le plaisir d'apprendre différemment. Il y avait néanmoins des obstacles de taille, comme tout le monde l'a constaté, des problèmes de connexion. Aussi, l'absence de co-construction liée à la distance a manqué à certains étudiants qui ont besoin des autres pour confronter leurs idées à celles de leurs pairs. Et puis, vers la fin du confinement, nous avons appris l'annulation des épreuves finales, ce qui a constitué un obstacle de taille pour les étudiants. Et puis enfin, la durée du confinement, c'était très long et il y en a qui ont décroché, nous le verrons tout à l'heure. Donc, plus le confinement, pour résumer par rapport au BTS de commerce international, donc certains élèves, plus le confinement a duré, plus certains élèves se sont éclipsés. Un noyau d'étudiants répondait toujours présent, donc j'ai estimé entre 22 et 24 sur 32 pour la remise des travaux et une bonne dizaine pour les happy hour du jeudi soir, souvent les mêmes, très assidus, et on a varié les plaisirs, par exemple, avec les animaux domestiques des uns et des autres. Et voilà. Donc, la dernière semaine, en revanche, après les annonces comme quoi les examens n'auraient pas lieu, les CCF n'auraient plus lieu, il manquait plus de la moitié des étudiants à l'appel. Ensuite, pour le bilan en demi-teinte, donc les efforts importants des étudiants de BTS n'ont pas résisté à l'épreuve de la durée. Tant qu'ils pensaient pouvoir améliorer leur moyenne semestrielle, ils ont majoritairement rendu les travaux pendant le confinement. La moitié de l'effectif s'est réellement saisie de cette opportunité, environ voilà, la moitié de l'effectif, pour intensifier leurs efforts en langue et de manière autonome avec retour et correction très détaillés. Donc maintenant, je vais passer aux étudiants et stagiaires de l'INSPE.
où l'inquiétude a renforcé le besoin d'accompagnement personnalisé. Donc là, l'apprentissage en distanciel a eu lieu à travers de nombreux dispositifs, notamment l'utilisation d'une plateforme qui s'appelle Slack, qui a permis de garder le contact avec des notifications sur les téléphones des étudiants qui pouvaient rejoindre des discussions quand ils le souhaitaient, poser des questions aux formateurs. Voilà, je vous ai listé les différentes modalités de ce suivi. Il y avait des séminaires collectifs aussi sur Zoom qui étaient très productifs et facultatifs en fonction des besoins. Donc, les facteurs de motivation étaient là aussi, donc la préparation du Master MEF et du CAPES, l'envie de réussir et d'être récompensé pour ses efforts. Et puis, intrinsèque, la nouveauté des modes d'échange et de travail, l'accompagnement personnalisé, le plaisir d'apprendre et de pouvoir réinvestir aussi avec ses propres élèves en classe pour le cas des stagiaires. Les obstacles, beaucoup soulignent pour les stagiaires et les étudiants donc l'inquiétude face à la pandémie et à l'avenir professionnel, et puis là aussi la durée du confinement. Quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ces observations? Donc, face à l'inquiétude des étudiants et des stagiaires, il a fallu trouver des moyens de dédramatiser la crise et ses conséquences par une ludification des rendez-vous en langue étrangère et puis en adoptant une posture professionnelle privilégiée qui était celle de l'accompagnement, savoir écouter plus longtemps, savoir se mettre en retrait, savoir répondre en rassurant, en relativisant les obstacles éventuels, savoir aussi faire preuve d'empathie, notamment par rapport au délai quant à la remise des travaux. Savoir s'appuyer sur des relais au sein de la classe aussi pour faciliter la communication, accompagner, mais aussi partager les bonnes idées, les astuces numériques, des histoires drôles, des moments en L2 et en L1, réinventer cette relation pédagogique. Donc, apprivoiser la distance est avant tout une épreuve d'endurance qui n'est pas soutenable sur le long terme, c'est ce que j'ai constaté. Il s'agit d'un accélérateur de formation, certes, pour l'étudiant et l'enseignant, qui donne encore plus envie de retrouver sa classe et ses pairs après de longues semaines isolées des autres. Donc demain, quelle piste pour ce déconfinement que nous vivons actuellement? Demain, il ne faudra pas oublier que cette période de confinement nous a obligés à tâtonner, à tester, à bidouiller et à accepter que nous sommes tous humains et que des dysfonctionnements peuvent survenir. Le paradoxe de l'enseignement-apprentissage en temps de confinement est que plus nous sommes dépendants du numérique pour continuer à enseigner ou apprendre, et plus nous devenons performants, plus nous aspirons à réintégrer la communauté des vivants. De ce fait, il faut veiller à préserver un équilibre entre présentiel et distanciel, faute de quoi notre équilibre personnel et psychologique risquerait d'être menacé. Donc demain, poursuivre ce qui a été mis en pratique tout en ayant conscience des limites et des risques. Il y a un vrai risque de saturation, de burn-out. Ce que j'ai constaté dans les deux groupes, aussi bien chez les étudiants de BTS que chez les étudiants et stagiaires de l'INSPE, c'est que plus on avançait dans le confinement, plus c'était difficile et plus certains étudiants parmi les meilleurs étaient découragés. Et à la fin du confinement, parmi nos meilleurs étudiants de BTS, on a certains qui se sont éclipsés et qui ont cessé de rendre des travaux. Donc, voici le petit nuage de mots et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions pour cet exposé à la fois très clair et très, très intéressant. Avons-nous des questions parmi le public? Oui, j'ai une question. Soutien psychologique pour certains étudiants. Comment le faire sans être formé auparavant? Dépression, quelqu'un malade dans la famille, etc. Alors, nous sommes sensibilisés et formés à l'INSPE puisque nous avons des cellules de veille et de soutien en fait, qui sont proposées à des étudiants qui en ont besoin. Et chaque année, nous sommes sensibilisés par rapport aux personnes à risque. On les connaît plutôt bien. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas des psychologues, mais
si nous constatons qu'un étudiant ou une étudiante est en grande difficulté, c'est le cas, ça m'est arrivé pendant le confinement, mais j'ai en fait fait ce qu'on a préconisé dans l'exposé précédent, le témoignage précédent, c'est-à-dire que je me suis manifestée ponctuellement, mais beaucoup plus souvent, pour garder un lien et pour vérifier que tout allait bien. Et j'ai partagé aussi mes inquiétudes avec mon équipe. Donc, je pense que c'est être vigilant et puis surtout ne pas garder ça pour soi, mais s'appuyer aussi sur les personnes compétentes de l'équipe de l'établissement, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont formées et qui sont désignées pour accompagner ces étudiants en grande difficulté. Et nous en avons chaque année, malheureusement. Bien, je voudrais juste demander si, d'une part, le fait que vos meilleurs étudiants aient disparu, et d'autre part, au-delà de cette masse fantastique de travail et d'expérience, le fait que l'examen soit donné, est-ce que ce n'est pas frustrant et pour vous et pour vos étudiants? Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on me pose cette question-là. Parce qu'effectivement, je l'ai vécu et les étudiants l'ont vécu comme une violence. Je pense. Et ils ont eu le sentiment qu'on les privait de ce pourquoi ils ont fait tant d'efforts pendant 2 ans. Et pas seulement pendant 2 ans, mais pendant toute leur scolarité. Et c'est une filière d'excellence, le BTS Commerce International. Et qui n'ait pas pu aller au bout et qui n'ait pas eu d'informations, je pense que c'est aussi, ils l'ont vécu comme un manque de respect quelque part. Donc, je les ai accompagnés, on les a tous accompagnés, mais c'était très difficile pour eux moralement. C'est parfait. Je vous remercie aussi de l'exposé et de votre réponse. Et nous allons entendre maintenant Isabelle Leclerc, qui est spécialiste de FLE à l'Université de Lausanne. Et je dois dire que j'attends avec une certaine impatience et une grande curiosité son témoignage, puisqu'il est intitulé « Les sons et les bruits racontent ma vie quotidienne ». Bonjour à tous, merci. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que vous voyez bien le... Vous voyez ? Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Okay. Très bien. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous présenter un scénario pédagogique conçu dans le cadre d'un cours de langue. Avec ce qu'on avait à disposition, puis surtout à profusion durant ce confinement, c'est-à-dire nos intérieurs, nos routines et nos émotions. Ce scénario va utiliser la vie personnelle pour l'enseignement comme pour l'apprentissage. Vous pouvez voir ici le contexte du cours de langue dont l'objectif est d'articuler la pratique de la langue sur la vie quotidienne dans un but de socialisation pour un public de doctorants et d'expériences interculturelles en milieu francophone pour les étudiants de mobilité. Les objectifs du scénario que je vais vous présenter étaient dans un premier temps de maintenir le contact didactique et surtout de faire travailler en langue un public traditionnellement plutôt volatile. En d'autres mots, continuer à travailler en perdant le moins d'étudiants possible. Mais il y avait bien entendu de multiples objectifs didactiques. Je vais vous en citer 2 d'entre eux. Le premier, développer l'attention à l'écoute. Et le second, accompagner la transition depuis la compréhension générale de sons vers les mots. C'est-à-dire de passer des perceptions sensorielles et des émotions à des textes pour les décrire, les exprimer et les expliquer. Mes inspirations étaient multiples, je vous en cite quelques-unes ici, auxquelles nous pouvons ajouter peut-être l'art d'accommoder les restes. L'idée générale du scénario était de se mettre en scène pour agir au lieu de subir et de témoigner que même si la vie semblait s'être arrêtée, le fil du quotidien, lui, il était là et il prenait une importance de premier plan. Il s'agissait de se rattacher à une routine, on en a parlé précédemment, pour se sentir vivant, de concilier la vie personnelle et les activités d'enseignement et d'apprentissage. Je vais maintenant vous présenter les différentes étapes du scénario. La première étape consiste en une sensibilisation par des séquences sonores simples et brèves.
Attention, je vais vous en faire écouter un exemple, c'est très rapide. Si vous avez des difficultés de son, il s'agit d'un verre d'eau que l'on remplit. Nous sommes ici sur un plan général et impersonnel. Ce son n'appartient à personne en particulier, mais il est familier pour tout le monde, ou presque. Enfin, on espère. Le groupe reçoit le son par Moodle avant la rencontre et sait que celui-ci est une devinette dont nous allons parler dans le cours suivant. En classe, il y a d'abord un travail en grand groupe afin que toutes et tous puissent travailler à peu près dans la même direction. C'est quand même utile. On fait des hypothèses sur ce que l'on entend. Certaines personnes s'expriment parfois avec des gestes et prennent ainsi conscience des mots qui leur manquent. Ensuite, des sous-groupes travaillent avec des consignes que vous voyez ici écrites en vert. Et puis la photo est projetée. Alors ce type d'exemple de sonore est répété plusieurs fois au cours de différents cours, avec du pain qu'on coupe, des clés qu'on cherche dans son sac pour ouvrir une porte, le bruit d'un clavier, d'ordinateur, un ascenseur, etc. Enfin bon, bref, ce qu'on a sous la main, hein. Alors, il y a des corrections qui sont réalisées collégialement en classe, donc en classe à distance, hein, et ensuite elles sont mises à disposition en ligne sur l'espace Moodle. On en profite pour travailler une des difficultés majeures du français, c'est-à-dire les relations phonique-graphie. Nous passons maintenant à l'étape suivante en introduisant une dimension plus personnelle. C'est-à-dire des éléments culturels aussi qui apparaissent en même temps à cette occasion. Cette fois-ci, il s'agit d'une histoire scénarisée. On entre dans un récit structuré. Je vais vous en faire écouter un exemple. L'imagination se met ici au service des mots et inversement. Comme précédemment, des corrigés établis de façon collégiale lors des rencontres sont mis en ligne ultérieurement. Nous passons maintenant au dernier élément qui, tout en illustrant la séquence sonore, va aider les apprenantes et les apprenants à lui donner un sens, c'est-à-dire les photos des différents objets acteurs, on va les appeler comme ça, des objets acteurs de la petite histoire. Bon, j'abrège un petit peu. Donc, il y a d'autres formes de corrigés possibles que ce que nous avons vu précédemment. Ici, c'est une liste, par exemple. Alors, l'ensemble des documents déclencheurs qui ont été travaillés en classe, donnés à l'avance et ensuite travaillés ensemble, c'est-à-dire des enregistrements sonores d'histoires scénarisées ou non, des photos d'illustration, des textes oraux ou écrits, tout ça, tout cet ensemble va servir de modèle aux productions des apprenants que je vais maintenant vous présenter. Voici un exemple de production orale avec pour commencer la séquence sonore et ensuite le commentaire de l'étudiante. Attention, c'est parti.
Et je voudrais décrire comment je descends de ma chambre dans l'auberge de jeunesse pour vérifier ma boîte aux lettres. Alors, je vais aller un peu plus loin. Voilà, ça c'était vraiment la conclusion de la petite histoire que j'ai accélérée. Donc, c'est le soupir de déception à la fin. Voici l'exemple d'une autre étudiante, cette fois-ci pour une production écrite. Alors là aussi, je vais abréger, vous allez un petit peu imaginer. Donc elle rentre chez elle, elle change de chaussures et elle va se laver les mains. Donc les productions recueillies sont très variées. J'ai mis ici en relief les nombreuses références à soi-même, les sons, les productions que j'ai reçues. Les apprenants et les apprenantes témoignent de leur vie personnelle, témoignent vraiment, et parfois même de l'intime. Se laver les mains ou les dents, tirer la chasse d'eau, produire des sons par le souffle lié aux émotions, le soupir de déception face à la boîte aux lettres vide, ou alors à l'effort quand on fait du sport. C'est rarement le cas quand même en cours de langue, désolée. Donc maintenant, comme toute bonne séquence, nous avons une évaluation. Donc l'évaluation est d'abord formative, sous la forme d'une série de commentaires que l'enseignante fait, et puis d'autocorrection de la part des apprenants et des apprenantes. Il y a des allers-retours entre l'enseignante et les apprenants, jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait du résultat. Ensuite, il y a une évaluation par les pairs, parce que les histoires sonores qui ont été produites par les étudiants deviennent des devinettes pour la fois d'après, pour l'atelier de pratique de la langue suivant. Ce scénario présente de nombreux avantages pour un cours de pratique de la langue. Je ne vais pas vous lire toute la liste, mais quand même les principaux avantages qui sont encadrés ici font que ce scénario est adaptable à de très nombreux contextes d'enseignement de la langue. Ce qu'il faut, c'est juste ça. Ça suffit. Un téléphone portable. Malheureusement, je dois passer cette diapositive parce que sinon, je vais exploser le temps. Donc, désolé, on en reviendra peut-être lors des questions. Et j'en termine maintenant. La séquence didactique que je viens de vous exposer mêle l'ancrage personnel, l'affectif et le cognitif. Elle renforce ainsi la relation humaine entre l'enseignante et les apprenants. C'était l'axe numéro 5 de ce séminaire. Elle a permis aux apprenants et apprenantes de construire leur témoignage pour se raconter en dédramatisant la crise du confinement. Parce que c'était des choses de tous les jours. La stratégie d'enseignement-apprentissage ludique décrite a pour but de changer l'axe de leur regard sur le monde en revenant à soi et en estompant la situation d'apprentissage. C'était l'axe numéro 4 du séminaire. Elle rend poreuses les frontières entre la vie personnelle et l'apprentissage comme l'enseignement. Cette séquence a été plébiscitée lors des questionnaires de fin de cours et elle aura permis aux apprenants d'agir physiquement dans la langue cible, et ce, malgré la situation de confinement. Je vous remercie pour votre attention et c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Alors, chère Isabelle, toutes nos félicitations. Je crois que l'intégralité du public est conquis. Non seulement c'est un très bel exposé, mais la matière qui est traitée, elle est géniale. Je pense que c'est un sentiment qui est très largement partagé dans l'assistance. Et pour la petite histoire, ça me rappelle une émission qu'il y avait il y a quelques années pour les jeunes enfants où des marionnettes en peluche remplaçaient tous les substantifs par des sons, par des bruits. Et il y a une marionnette qui, pour couper une planche, demandait partout une... Et ça, c'est génial, c'est des choses à trouver. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié et on va laisser la parole à l'assistance s'il y a des questions. Où peut-on trouver cette séquence? Ben, sur YouTube de l'INALCO, Voilà, exactement. Voilà,
quand on aura mis les vidéos en ligne. Oui, c'est du bricolage personnel, hein, c'est de la fabrication maison. comme tous On les avait cours aussi une question. Oui, je pense que vous avez répondu parce qu'on avait une question aussi qui disait est-ce qu'il y a une banque de données pour tous ces bruits? Mais en fait, vous avez répondu en montrant votre téléphone portable, je crois. Alors, quelqu'un voulait voir les avantages, j'ai vu, voilà, je la remets. Oui. Ok, voilà. Donc, parce que j'ai vu passer ça. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres. Alors bon, j'ai pas tout mis, hein, mais bon, l'idée c'était quand même de faire utiliser le corps, hein, et puis l'essence, et puis de passer des choses qui étaient anodines, d'en faire des choses très intéressantes, puisque c'était des objets d'études, d'auto-études, entre guillemets. Donc les étudiants devenaient leur propre sujet d'étude. Et puis au départ, je voulais aussi faire travailler l'ouïe, parce que je me rends compte que beaucoup d'étudiants ne savent pas écouter. Et ils ont des problèmes au niveau de la phonologie parce que tout simplement, ils n'écoutent pas. Donc, je voulais faire un entraînement à l'écoute. Ça devait ensuite donner lieu à plus de choses concernant justement les exercices d'écoute. Mais ben, bon, voilà, on a fait comme on a pu. Écoutez, c'est absolument parfait. Félicitations à nouveau parce que votre bricolage est vraiment génial. Donc, nous vous remercions et nous allons aborder la dernière conférence de la journée en donnant la parole à Jovan Kostov, qui a de très nombreuses cordes à son arc, qui est maître assistant à l'Université de Montpellier, mais que nous connaissons bien à l'INALCO, puisqu'il a fréquenté l'établissement pendant de très nombreuses années. Donc, il va nous parler, présenter un sujet qui est des compétences, entre parenthèses, pas si plus loin nouvelles pour les professeurs en temps de crise. Deux points, un exemple d'enseignement du FLE à l'Alliance française des Philippines. Yovan, tu as la parole. Eh bien, merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette organisation de ce colloque, de ce webinaire. On s'y perd avec toutes les terminologies si différentes et dire en fait que ça me fait plaisir de revoir tous les gens de l'INALCO qui ont suivi un petit peu mon parcours. Effectivement, j'interviens j'interviens principalement en fait en master français langue étrangère à l'université Paul Valéry à Montpellier depuis septembre 2019 dans 3 volets différents. Donc, le premier, c'est didactique de la grammaire. Le français sur objectifs spécifiques et notamment le français à l'attention des enseignants bilingues et enseignants dans des sections bilingues, donc des DNL, et le volet compétences numériques pour l'enseignement des langues et du FLE notamment. En fait, plutôt que de parler de moi-même, dans cette intervention, j'ai voulu surtout donner la parole à des étudiants qui sont ceux qui expérimentent le plus le terrain et que l'on forme en master FLE à Montpellier. Et donc, je vais... donc, si vous me permettez, je ne sais pas si je peux éventuellement partager l'écran. Voilà. La trame de la présentation et donc je tiens également à remercier si elle nous entend, mais avec le décalage horaire, on s'est partagé un petit peu les tâches. C'est Célie Bolen qui est une des étudiantes donc, de ce master. Et pourquoi ce témoignage-là? C'est parce que cette promo que l'on vient de former, qui vient de finir ses études, a été en quelque sorte un petit peu
je dirais pas lésé, mais le parent pauvre de l'enseignement aux compétences numériques pour les langues. Et dans les premières semaines du confinement, de nombreux étudiants de Master 2 FLE ont fait appel soit à moi, soit à d'autres collègues pour pouvoir, face à l'urgence du Covid-19, donc de la crise du Covid-19, faire en sorte de mettre en place des cours. Et donc, je me suis proposé de les former dans des séances, dans des cours pratiquement particuliers, et notamment Célie qui était dans un contexte très particulier, donc qui était celui de l'Alliance française des Philippines. Et donc, plutôt que de dire le plan de la présentation, en fait, je convoquerai très brièvement ce que signifie, à mon sens, la compétence professionnelle de l'enseignant et notamment donc, de l'enseignant en langue. Et c'est, comme la diapositive le montre, en fait, une tentative de définition parce que autant de théories, autant d'appuis méthodologiques et autant de cadres, autant de définitions sur ce que c'est réellement la compétence professionnelle. Et donc, je vais revenir brièvement sur les compétences nouvelles en lien avec le compte-rendu d'expérience qui a été fourni sous forme de vidéo par Célie et conclure avec 3 socles que moi je proposerais personnellement pour la formation future donc des enseignants. Donc, qu'est-ce que la compétence professionnelle de l'enseignant? Dans ma tentative de définition, j'ai essayé en fait de voir quelles sont les habiletés que l'enseignant en langue et l'enseignant tout court en fait doit posséder. L'une d'elles concerne donc la gestion de la classe, et dans le cas de l'Alliance française des Philippines, en fait, les enseignements sont proposés en classe, en présentiel, donc cette habileté d'animer une formation. Donc, l'autre type d'habileté, c'est l'habileté transmissive, c'est-à-dire de transmettre donc, le savoir-faire et le savoir-être. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que recoupe en fait cette habileté. Parce que, comme je vous ai promis, en fait, au tout début de la présentation, je vais mettre à disposition tout le témoignage de Célie qui est très, très fourni, et une habileté de mettre en place des collaborations à la fois entre les élèves et le reste de l'équipe pédagogique. Enfin, une habileté qui est très saillante dans le métier d'enseignant, c'est celle de l'évaluation, donc habileté évaluatrice, qui consiste donc, comme on le sait, à vérifier les connaissances que l'on a transmises, à rendre l'apprenant, donc à travers l'évaluation ipsative, conscient de son progrès, de ses acquis. Donc, on voit très bien que c'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui, dans le cadre d'une formation de formateur en FLE, s'appuie notamment sur ce qu'on appelle donc le référentiel national de compétences des formations de master FLE. Et donc, ce référentiel, je l'ai enrichi aussi par les travaux de Philippe Mérieux qui parle également de cette compétence et donc à travers aussi le geste professionnel. Malheureusement, ce que je vois en fait dans le référentiel national de compétences de formation de professionnels en master, il n'y a pas tant que ça en fait cette habileté de faire de l'ingénierie de la formation et de l'ingénierie pédagogique via les technologies. Alors, je ne parlerai absolument pas de nouvelles technologies parce qu'elles ne sont absolument pas nouvelles. Les LMS, ça existe depuis belle lurette. C'est nouveau pour quelqu'un qui les découvre, mais elles sont là. Donc, ce référentiel a comme un petit bémol, même s'il est très, très complet, sur ce qu'on propose aux futurs enseignants de FLE. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est de nouvelles
compétences à acquérir, et notamment en temps de crise, comme ce qu'on vient de vivre, et des compétences en fait qui rejoignent ce qu'on est en train d'enseigner dans les masters. Alors, la particularité du master FLE à Montpellier-Rhin, c'est elle est double. D'une part, donc, il y a une prise en compte du contexte sociolinguistique et donc du contexte d'enseignement-apprentissage des langues, ce qui est aussi une particularité de nombreux masters, de nombreuses formations en France, mais aussi prise en compte du sujet apprenant. Donc, c'est une formation vraiment centrée sur les pratiques à la fois communicatives et sur la sensibilité du sujet. Et selon le dernier projet de l'établissement, en fait, ça a été axé plutôt sur les humanités numériques et les pratiques artistiques de la parole. Donc, un master qui met au cœur la réflexion du futur enseignant à travers donc, la prise en compte du sujet apprenant. Donc, il s'adosse sur 3 équipes de recherche. DeepRalang, qui est mon équipe de recherche. Donc, l'humain, qui est une équipe axée principalement sur les humanités numériques et les interactions, et sur Praxilingue. Yovan, il te reste grosso modo 3 minutes. Oui. Alors, justement, comment définir ces compétences? En fait, ces compétences tournent autour de 3 socles qui sont concevoir et mettre en place des activités transmissives et évaluatrices, ce sur quoi je vais juste diffuser un morceau du témoignage de Célie, et gérer l'interaction entre les élèves et les études et le professeur, ou entre les élèves tout court, et instaurer une progression pédagogique à ce qu'on appelle à l'aide d'un ensemblier, donc un LMS. Donc, place au témoignage pour 3 minutes qui me restent, justement. Je m'appelle Célie Bolène, je suis du coup en master de didactique du français langue étrangère et seconde à l'université de Montpellier 3, donc à l'université Paul Valéry. Et je vais vous présenter un petit peu comment j'ai donné des cours en ligne pendant la crise du Covid-19. Déjà pour rendre certains devoirs, certains vraiment avaient du mal à les rendre à l'heure. Donc, bon, j'étais indulgente, c'est normal, c'est un problème général ici en Philippines. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire de cours en visioconférence pour ne pas pénaliser certains élèves. Mais par contre, après, à côté, il y avait quand même un accompagnement que je voulais efficace, donc autant par Messenger. Donc, ils m'envoyaient directement des messages sur Facebook quand ils avaient des interrogations, où je détaillais vraiment les commentaires sur leurs devoirs, quand ils les rendaient, quand il y avait des erreurs, et on échangeait sur leurs devoirs directement, ou par mail, certains. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que comme on ne pouvait pas avoir cette relation particulière et instantanée avec le présentiel, il fallait que ce soit très détaillé par écrit quand on échangeait en ligne, du coup. Donc, j'ai terminé par présenter 2 types d'activités que j'ai proposées du coup pendant cet enseignement en ligne. Donc, d'abord, je vais présenter une activité sur H5P qui correspond à la thématique de parler de ses rêves. J'ai déjà copié. Voilà. Donc, cet exercice-là, c'est une série de 5 questions. Donc, ça a accompagné la découverte de la chanson du film Disney Réponse. Donc, c'est une chanson qui s'appelle J'ai un rêve. Donc, comme vous pouvez comprendre, ça parle de la thématique de parler de ses rêves. Et j'avais choisi de prendre cette chanson de Disney parce que tout le monde connaît Disney, surtout aux Philippines, parce que tout le monde aime chanter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très culturel ici. Donc, je me suis dit que les chansons, c'était vraiment quelque chose qui était essentiel de rajouter à mes cours, parce que c'est vraiment quelque chose de culturel ici. Tout le monde aime chanter. Il y a beaucoup de bars karaoké ici. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très commun. Donc, je me suis dit, la chanson, ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter pour mes cours aux Philippines.
Alors, une autre activité, et je terminerai ici, en fait, je vous laisserai le loisir de découvrir tout ça après, qui émane Les cette membres de la fois-ci, famille, donc donc, sur Learning Apps. Donc là, j'ai Learning repris un Apps. petit peu un modèle qu'il y avait dans le manuel de l'Alliance. Donc c'était un mot croisé. Et j'ai trouvé ça assez sympathique pour réviser ce qu'on avait eu en classe tous ensemble, donc sur les membres de la famille. Donc là, c'est vraiment une pure révision. C'était quelque chose qu'on avait vu juste avant le confinement, donc c'était pour vérifier de façon ludique s'ils avaient bien... Enfin, c'était pas vraiment vérifier, c'était plus pour eux réviser les différents membres de la famille. Donc quand par exemple, on clique ici sur la case du 1, on a la définition en français, donc c'est le père de mon père ou de ma mère. Donc il fallait en même temps d'un côté réviser les différents membres de la famille, mais aussi comprendre les définitions de ces différents membres de la famille. Donc, c'est quelque chose qu'on avait vu en classe ensemble. Donc voilà, ça c'est deux activités qui ont été enseignées à la fois donc pour compléter la formation des étudiants. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, donc c'était également de mettre en place des cours sur le fonctionnement des ensembliers qui permettaient de mettre en place des évaluations et d'autres types d'activités. Donc je termine. On va terminer. Voilà. Je terminerai tout simplement en fait pour dire que tout ce qui est convoqué en termes de nouvelles compétences tourne, à mon sens, autour de trois axes. D'une part, l'ingénierie pédagogique, donc, qui est axée plutôt sur les activités, ingénierie de la formation, donc les ensembliers, les plateformes et les parcours, et les pratiques informelles, comme ce qu'elle vient de le mettre à l'évidence, via les réseaux sociaux et d'autres types de supports de communication. Voilà. Donc, je rends la parole. Merci, Yovan. Bon, nous avons le temps juste d'une question, si nous disposons de quelques questions. Ben, je n'ai pas de questions pour l'instant. J'ai un merci. Merci, merci. Voilà. Donc, bon. Bien. Ben, de toute façon, vous allez avoir l'occasion de revoir la présentation de tous nos conférenciers dans quelques jours seulement. Je redonne la parole à Patrice. Non, je souhaite juste insister sur le fait que, effectivement, étant donné que vous étiez deux conférenciers et qu'il y a une matière importante, la proposition que Diana a faite tout à l'heure de constituer un texte complet, même un peu plus long, me semble très bienvenue. Et donc, je crois que c'est vraiment une indication à suivre. Voilà, merci. Bien, ben, merci beaucoup à tous les conférenciers. Merci à tous ceux aussi qui vont parler demain et qui sont déjà avec nous aujourd'hui. J'espère que cette journée vous a plu. Je pense qu'on a eu beaucoup de témoignages fort intéressants et inspirants surtout. Et donc, je vais vous donner rendez-vous demain matin à 10h avec un premier conférencier qui nous vient d'Espagne et qui est déjà parmi les spectateurs aujourd'hui, Antonio Pamies. On commencera donc à diffuser vers 10h et la séance numéro 7 commencera à 10h10. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à suivre ce séminaire. C'était un réel plaisir aussi de l'animer et d'être au moins virtuellement avec vous. Et voilà, donc je vous dis à tous à demain matin. Merci beaucoup.